Le 23 septembre 1999, Georges Nantier disparaît dans la brume matinale à la frontière franco-belge, laissant derrière lui l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'île. Accusé d'avoir enlevé 3 enfants en l'espace de 6 mois, cet homme de 45 ans s'évanouit littéralement sous le nez des autorités françaises lors d'un contrôle routier de routine. Pendant 8 longues années, son nom entra les dossiers non résolus de la police judiciaire. Mais en 2007, une simple caméra de surveillance dans un aéroport de Buenos Aires capture quelques secondes d'images qui vont bouleverser cette enquête et révéler l'existence d'un réseau criminel d'une ampleur internationale. Ce que les enquêteurs découvriront alors dépassera leurs pires craintes et les mènera vers une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels, comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lille, dans le nord de la France, est une ville industrielle de plus de 200 000 habitants, située à seulement 10 km de la frontière belge. En 1999, cette proximité avec la Belgique fait de la région un carrefour européen où les contrôles frontaliers, bien qu'existants, restent relativement souples dans le cadre de la construction européenne naissante. Le quartier de Oisem, où vivent la plupart des familles concernées par cette affaire, est un secteur populaire de la ville, caractérisé par ses petites maisons ouvrières en briques rouges typiques du Nord et son marché hebdomadaire coloré. Les rues étroites et les cours communes créent une atmosphère de voisinage où tout le monde se connaît, du moins en apparence. Georges Nantier habite depuis 15 ans dans une maison mitoyenne de la rue de l'Alma, une artère calme bordée de tilleuls centenaires. Âgé de 45 ans, cet homme, de taille moyenne aux cheveux châtains toujours impeccablement peignés, travaille comme employé administratif à la préfecture du Nord. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de discret, poli, toujours prêt à rendre service. Il salue quotidiennement Madame Dumont, la boulangère du coin, aide régulièrement Monsieur Leblanc, son voisin âgé, à porter ses courses et entretient parfaitement son petit jardin où poussent des roses trémières et des géraniums. Divorcé depuis 8 ans, Nantier vit seul depuis que son ex-épouse Brigitte a déménagé à Roubaix avec leur fille unique, Anaïs, aujourd'hui âgée de 17 ans. Les témoins de l'époque rapportent que le divorce s'est déroulé sans heurts apparents, Brigitte invoquant simplement une incompatibilité croissante. Nantier verse ponctuellement sa pension alimentaire et voit sa fille un week-end sur 2, conformément à la décision judiciaire. Professionnel consciencieux, il occupe un poste de responsabilité modeste au service des permis de conduire de la préfecture. Ses collègues le décrivent comme méticuleux, jamais en retard, d'une politesse exemplaire avec les usagers. Il mange chaque midi seul au petit café en face de la préfecture, commande invariablement le plat du jour avec un verre de vin rouge, lit le journal local et règle toujours exactement au centime près. Ses loisirs semblent parfaitement ordinaires. Il collectionne les timbres anciens, regarde les matchs de football du LOSC au Café du Commerce avec quelques connaissances et se rend chaque dimanche matin au marché de Oisem pour acheter ses légumes chez la même maraîchère depuis des années. Madame Carpentier, cette dernière, se souvient qu'il choisissait toujours soigneusement ses achats et qu'il gardait précieusement tous ses tickets de caisse dans un petit carnet. Pourtant, derrière cette façade de normalité absolue, se cache un homme que personne ne connaît vraiment. Nantier ne reçoit jamais personne chez lui, n'a pas d'amis proches, ne participe à aucune activité associative. Quand on l'interroge sur sa vie privée, il répond toujours poliment mais évasivement, détournant habilement la conversation vers des sujets anodins comme la météo ou les résultats sportifs. Sa maison de la rue de l'Alma reflète cette discrétion maniaque. Les rideaux sont toujours tirés, le jardin impeccable mais sans originalité, la boîte aux lettres vidée quotidiennement à heure fixe. Les rares fois où des voisins ont eu l'occasion d'entrevoir l'intérieur, ils ont remarqué un mobilier sobre, des murs blancs, ornés de quelques reproductions de paysages, aucun désordre apparent. Tout semble calculé pour ne pas attirer l'attention.
pour passer inaperçu dans la masse des existences ordinaires. Cette normalité apparente va voler en éclats au cours de l'hiver 1998, quand commencent à se multiplier dans la région les disparitions d'enfants qui vont transformer Georges Nantier en l'homme le plus recherché du nord de la France. Le mercredi 23 septembre 1999, Georges Nantier quitte son domicile de la rue de l'Alma à 7h15 précise, comme chaque matin depuis 15 ans. Madame Dumont, qui ouvre sa boulangerie à la même heure, le voit passer devant sa vitrine d'un pas régulier, vêtu de son éternel costume gris anthracite et de son imperméable beige. Il porte sa serviette en cuir marron usé et son parapluie noir, malgré l'absence de nuages ce matin-là. Ce détail du parapluie marquera particulièrement la boulangère, car le bulletin météorologique de France Inter annonçait un temps sec et ensoleillé pour toute la journée. Plus tard, lors des interrogatoires, elle se souviendra avoir trouvé étrange qu'un homme aussi méticuleux que Nantier se trompe ainsi sur la météo. À 7h30, il arrive à la préfecture et gare sa Renault Laguna gris métallisé sur l'emplacement qui lui est réservé. Le gardien, M. Delcourt, confirme l'avoir salué de la main, comme d'habitude. Nantier gravit les marches du bâtiment administratif, badge son entrée à 7h34 précise, l'horodatage électronique en fait foi, et rejoint son bureau au 2e étage. Sa collègue de bureau, Martine Vasseur, remarque immédiatement son comportement inhabituel. D'ordinaire d'une ponctualité maniaque dans l'exécution de ses tâches, Nantier semble ce matin-là incapable de se concentrer. Il consulte sa montre toutes les quelques minutes, fait des erreurs de frappe inhabituelles sur les documents administratifs qu'il traite et sursaute à chaque sonnerie de téléphone. Vers 10h, Martine l'entend murmurer quelque chose comme « il faut que j'y aille » en regardant fixement par la fenêtre. À 10h45, Nantier prétexte un malaise soudain auprès de son chef de service, M. Blanchard. Il explique ressentir des vertiges et des nausées, demande l'autorisation de rentrer chez lui pour se reposer. Blanchard, qui connaît la fiabilité légendaire de son employé, accorde immédiatement cette permission exceptionnelle. C'est la première fois en 15 ans de service que Nantier demande à quitter son poste en cours de journée. Il quitte la préfecture à 11h précises, récupère sa voiture et, selon les témoignages recueillis plus tard, roule vers son domicile. Madame Leclerc, sa voisine directe, l'aperçoit garer sa Laguna devant chez lui vers 11h20. Elle note qu'il reste plusieurs minutes assis au volant, immobile, avant de sortir du véhicule. Une fois chez lui, Nantier accomplit des gestes qui paraîtront plus tard lourds de sens. Il sort de chez lui à plusieurs reprises, transportant ce qui semble être des sacs poubelles jusqu'au conteneur situé au bout de la rue. Madame Leclerc, intriguée par cette activité inhabituelle en pleine journée, compte 6 allers-retours. Plus troublante encore, elle remarque qu'il porte des gants en caoutchouc, alors que la température extérieure avoisine les 18 degrés. Vers 14h, un détail va marquer définitivement cette journée dans la mémoire du quartier. Monsieur Leblanc, le voisin âgé que Nantier aide habituellement, frappe à sa porte pour lui demander un service. Il a besoin d'aide pour déplacer une armoire lourde dans sa chambre. Nantier, d'ordinaire toujours disponible pour ce genre de service, refuse catégoriquement. Mais ce n'est pas tant le refus qui surprend le vieil homme que la manière. Nantier entr'ouvre à peine la porte, ne l'invite pas à entrer comme d'habitude et semble nerveux, pressé de refermer. Il avait l'air de quelqu'un qui cachait quelque chose, témoignera plus tard Monsieur Leblanc. Ses mains tremblaient légèrement, et il n'arrêtait pas de regarder derrière lui, comme s'il craignait que quelqu'un d'autre sorte de sa maison. L'après-midi se déroule dans un calme apparent. Vers 17h, l'heure habituelle de retour de Nantier quand il travaille normalement, plusieurs voisins remarquent de la lumière dans sa maison, mais personne ne le voit. Madame Dumont, fermant sa boulangerie à 19h, note que toutes les fenêtres de la maison Nantier sont illuminées, ce qui contraste avec ses habitudes d'économie d'énergie bien connues du quartier. La soirée du 23 septembre se termine sans incident apparent. Mais ce que les habitants du quartier ne savent pas encore, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans les locaux de la police judiciaire de Lille,
Le capitaine Sylvie Marchand vient de recevoir un appel qui va changer le cours des événements. À 21h47 précise, le standard de la police reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme déformée volontairement selon les experts qui analyseront plus tard l'enregistrement prononce ces mots. Georges Nantier, rue de l'Alma à Lille. Vérifiez sa cave. Les enfants méritent justice. La communication est immédiatement coupée. Le capitaine Marchand, qui dirige depuis 3 ans l'enquête sur les disparitions d'Émilie, Lucas et Chloé, prend cette information très au sérieux. 3 enfants enlevés en 6 mois dans un périmètre de 5 kilomètres, sans témoins, sans demande de rançon, sans trace. L'enquête piétine depuis des mois malgré tous les efforts déployés. Cet appel anonyme, aussi mince soit-il, représente la première piste concrète depuis le début de l'affaire. À 5 heures du matin, le 24 septembre, une équipe de la police judiciaire encercle discrètement la maison de Georges Nantier. Le plan est simple, procéder à un contrôle d'identité de routine, observer ses réactions et selon ses réponses, approfondir les vérifications. Personne n'imagine encore que dans quelques heures, cet homme apparemment si ordinaire va leur échapper dans des circonstances qui alimenteront les spéculations pendant des années. À 5h45, les enquêteurs frappent à la porte. Aucune réponse. La Renault Laguna grise n'est plus garée devant la maison. En interrogeant rapidement les voisins qui commencent à sortir pour se rendre au travail, ils apprennent que le véhicule a disparu dans la nuit, entre 2 et 3 heures du matin selon Madame Leclerc, qui souffre d'insomnie chronique. L'alerte est immédiatement donnée. Le signalement de Georges Nantier et de son véhicule est diffusé à tous les postes de police et de gendarmerie du Nord et du Pas-de-Calais. Les postes frontières avec la Belgique sont prévenus en urgence. Mais Nantier semble avoir anticipé cette réaction. Il a pris plusieurs heures d'avance sur ses poursuivants. À 9h15, un gendarme du poste frontière de Halloween signale le passage d'une Renault Laguna grise immatriculée dans le Nord vers 3h40 du matin. Le conducteur, seul à bord, a présenté ses papiers d'identité de manière parfaitement normale. Le contrôle de routine n'a révélé aucune anomalie apparente. Le véhicule se dirigeait vers Menin, en Belgique. C'est le dernier témoignage fiable concernant la présence de Georges Nantier sur le territoire français. À partir de ce moment, l'homme qui menait une existence si réglée, si prévisible, va disparaître complètement des radars des autorités françaises, laissant derrière lui plus de questions que de réponses, et une enquête qui va prendre une dimension internationale insoupçonnée. Les jours qui suivent la disparition de Georges Nantier plongent le quartier de Oisem dans une atmosphère de stupéfaction et d'angoisse. Le 24 septembre au matin, quand les enquêteurs du capitaine Marchand procèdent à la fouille minutieuse de la maison de la rue de l'Alma, les voisins découvrent avec effroi la véritable nature de l'homme qu'ils côtoyaient quotidiennement depuis 15 ans. Dans la cave de la maison, soigneusement dissimulée derrière une cloison de fortune, les policiers découvrent des preuves accablantes, des vêtements d'enfants soigneusement pliés et étiquetés, des photographies troublantes et un journal intime détaillant avec une précision glaçante les méthodes utilisées pour approcher ses victimes. Plus troublant encore, ils trouvent des objets personnels ayant appartenu à Émilie, Lucas et Chloé, les 3 enfants disparus entre février et août 1999. Marie Lefebvre, la mère d'Émilie, s'effondre quand on lui présente le petit bracelet en perles multicolores que sa fille portait le jour de sa disparition. « C'était son bracelet porte-bonheur », sanglote-t-elle devant les enquêteurs. Elle ne le quittait jamais, elle l'avait fabriqué elle-même pour son anniversaire. Cette reconnaissance formelle établit définitivement le lien entre Georges Nantier et les enlèvements, mais elle arrive trop tard. L'homme s'est évaporé dans la nature. L'enquête révèle progressivement l'ampleur de la duperie. Nantier avait méthodiquement étudié les habitudes des familles du quartier, notant dans son journal les horaires de sortie des enfants, leurs trajets habituels, leurs activités préférées. Il avait même établi une sorte de cartographie précise des zones les moins surveillées aux abords des écoles et des parcs.
Cette planification minutieuse explique pourquoi les 3 enlèvements se sont déroulés sans témoin, dans des créneaux horaires parfaitement choisis. Brigitte Nantier, l'ex-épouse, est convoquée dès le 25 septembre. Son témoignage bouleverse les enquêteurs et apporte un éclairage nouveau sur la personnalité de l'homme qu'elle a épousé 18 ans plus tôt. Georges était obsédé par le contrôle, explique-t-elle au capitaine Marchand. Il notait tout, mes horaires, mes sorties, mes conversations téléphoniques. J'ai cru longtemps que c'était de la jalousie ordinaire, mais avec le recul, je réalise que c'était autre chose. Il étudiait les comportements humains comme un scientifique étudie des spécimens. Elle raconte comment Nantier filmait discrètement les fêtes d'anniversaire d'Anaïs, se concentrant étrangement sur les autres enfants invités plutôt que sur sa propre fille. Comment il proposait systématiquement de raccompagner les petits camarades d'Anaïs, insistant lourdement quand les parents refusaient. J'ai demandé le divorce quand j'ai découvert qu'il photographiait en secret les enfants du quartier depuis sa voiture, avoue-t-elle. Je n'ai jamais porté plainte parce qu'il n'y avait rien d'illégal techniquement. Mais mon instinct maternel me criait que quelque chose n'allait pas. Anaïs, leur fille, maintenant âgée de 17 ans, refuse catégoriquement de parler à la police. Elle s'enferme dans un mutisme total, développe des troubles du sommeil et des crises d'angoisse. Il faudra des mois de thérapie pour qu'elle avoue enfin à sa mère « Je savais qu'il était bizarre avec les enfants. Il me posait toujours des questions sur mes amis, voulait connaître leurs adresses, leurs familles. Quand j'amenais des copines à la maison, il trouvait toujours des prétextes pour traîner dans les parages. » L'impact psychologique sur la communauté de Oisems est dévastateur. Les parents, rongés par la culpabilité, réalisent qu'ils ont laissé leurs enfants évoluer dans l'environnement immédiat d'un prédateur pendant des années. Madame Dumont, la boulangère, ne peut plus regarder sa boutique sans repenser au matin où Nantier passait devant sa vitrine en observant les enfants qui se rendaient à l'école. Il m'arrivait de le voir ralentir quand des petits passaient devant le magasin, se souvient-elle. Je pensais qu'il était attendri par leur innocence. Maintenant, je sais qu'il les jaugeait. Monsieur Leblanc, le voisin âgé, est particulièrement affecté. Cet homme de 75 ans, qui considérait Nantier comme le fils qu'il n'avait jamais eu, développe une profonde dépression. « J'ai invité un monstre chez moi pendant des années », répète-t-il à qui veut l'entendre. Il connaissait mes habitudes, savait quand j'étais absent. Combien d'enfants ont-ils croisés dans mon couloir quand ils venaient m'aider? Cette culpabilité mal placée le ronge au point qu'il refuse de sortir de chez lui pendant plusieurs mois. Côté policier, l'enquête prend une ampleur internationale. Le capitaine Marchand coordonne avec ses homologues belges, puis avec Interpol, quand il devient évident que Nantier a quitté l'espace européen. Sa Renault Laguna est retrouvée abandonnée dans un parking de l'aéroport de Bruxelles le 27 septembre, 3 jours après sa disparition. Les caméras de surveillance montrent un homme correspondant à son signalement embarqué sur un vol à destination de Madrid, mais sous une fausse identité si parfaite qu'elle suggère une préparation de longue date. Cet homme n'improvisait rien, confie le capitaine Marchand à ses supérieurs. Il avait préparé sa fuite depuis des mois, peut-être des années. Les faux papiers, l'argent liquide, l'itinéraire, tout était planifié. Nous n'avons pas affaire à un amateur qui panique, mais à quelqu'un qui savait qu'un jour il devrait disparaître. L'analyse de ses comptes bancaires révèle des retraits d'espèces réguliers sur plusieurs années, toujours de petits montants pour ne pas attirer l'attention, mais qui totalisent une somme considérable. De plus, une perquisition plus poussée de sa maison révèle l'existence d'un double fond dans son armoire, contenant plusieurs passeports vierges et du matériel de falsification d'identité. Les mois passent, puis les années. L'affaire Nantier devient l'une de ces enquêtes qui hantent les policiers, un dossier qui reste ouvert sur le bureau du capitaine Marchand, comme un rappel constant de l'échec du système. Les familles des 3 enfants vivent un calvaire sans fin, oscillant entre l'espoir ténu de retrouver leurs petits et la terrible certitude de leur mort. Marie Lefebvre divorce de son mari Paul 2 ans après la disparition d'Émilie.
Il me reproche de ne pas avoir assez surveillé notre fille, explique-t-elle lors d'un entretien accordé au journal local en 2001. Mais comment peut-on surveiller ses enfants 24 heures sur 24 dans son propre quartier? Comment peut-on se méfier de quelqu'un d'aussi normal que notre voisin? Elle déménage à Roubaix, ne supportant plus de vivre dans le quartier où sa fille a été enlevée. Les parents de Lucas, Michel et Françoise Garnier, sombrent dans l'alcoolisme. Leur couple explose également au bout de 3 ans. Michel multiplie les déplacements à l'étranger, suivant chaque piste, chaque témoignage concernant des enfants français repérés dans divers pays. Ils dépensent toutes leurs économies dans des voyages désespérés qui ne mènent nulle part, poursuivant des fantômes dans des pays où Nantier n'a probablement jamais mis les pieds. Françoise, quant à elle, devient une militante acharnée pour la protection de l'enfance. Elle crée une association, les Anges Perdus, qui se spécialise dans l'accompagnement des familles d'enfants disparus. « Si je ne peux pas retrouver mon Lucas, dit-elle, au moins je peux aider d'autres parents à ne pas vivre le même calvaire. » Son engagement total dans cette cause devient sa seule raison de vivre. Philippe et Catherine Mortreux, les parents de Chloé, adoptent une stratégie différente. Ils restent dans leur maison de Oisem, transformant la chambre de leur fille en une sorte de sanctuaire qu'ils entretiennent religieusement. Chaque soir, Catherine met la table pour 3 personnes, laissant la place de Chloé, comme si elle allait rentrer de l'école. Cette routine obsessionnelle inquiète leur entourage, mais elle leur permet de tenir le coup psychologiquement. Au niveau du quartier, les changements sont profonds et durables. Les parents deviennent méfiants, surprotecteurs. Les enfants ne jouent plus librement dans les rues comme avant. Des systèmes d'accompagnement se mettent en place spontanément. Plus aucun enfant ne se rend seul à l'école ou n'en revient sans surveillance. La confiance naturelle qui caractérisait cette communauté ouvrière s'est brisée à jamais. Le 8 octobre 2007, soit 8 ans après la disparition de Georges Nantier, un événement apparemment anodin va relancer spectaculairement l'enquête. Ce matin-là, à Buenos Aires, le détective Carlos Mendoza de la police fédérale argentina travaille sur une toute autre affaire, un réseau de trafic de drogue impliquant des ressortissants européens. Dans le cadre de cette enquête, il visionne les enregistrements des caméras de surveillance de l'aéroport international Ezeiza, cherchant à identifier les complices d'un trafiquant français arrêté la semaine précédente. Mendoza, policier méticuleux de 43 ans, spécialisé dans les crimes internationaux, examine les bandes de surveillance heure par heure. Il connaît bien les visages des criminels européens recherchés par Interpol, sa mémoire photographique est légendaire au sein de la police fédérale. Vers 15 heures, alors qu'il analyse les images du 13 septembre 2007, un visage attire son attention. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux poivre et sel, lunettes de soleil, vêtu d'un costume sombre, passe devant une caméra de surveillance située près de la zone d'embarquement des vols internationaux. Il ne reste dans le champ de vision que 4 secondes, mais ces 4 secondes suffisent à Mendoza pour reconnaître Georges Nantier. Malgré les 8 années écoulées, malgré le changement de coiffure et les lunettes, certains détails ne trompent pas. La démarche particulière, légèrement chaloupée, la manière de tenir sa mallette, et surtout cette façon caractéristique de tourner la tête par petits mouvements saccadés quand il observe son environnement. Je n'oublierai jamais ce moment, confiera plus tard Mendoza lors d'une interview accordée à la presse argentine. J'ai repassé la séquence 10 fois pour être certain. Puis, j'ai consulté le fichier Interpol. La ressemblance était troublante, mais il me fallait une confirmation. Il lance immédiatement les procédures de vérification, contactant Interpol, qui transmet la demande aux autorités françaises. Le capitaine Marchand, désormais commandant et toujours en charge du dossier Nantier, reçoit l'appel de Buenos Aires le 9 octobre au matin. Quand Mendoza lui décrit précisément l'homme filmé, Marchand sent son cœur s'accélérer. « Pouvez-vous me transmettre immédiatement ces images ?» demande-t-elle. « Et surtout, gardez cette information strictement confidentielle pour l'instant. » Les images parviennent à Lille dans l'heure qui suit par liaison sécurisée. Marchand convoque immédiatement son équipe et projette la séquence vidéo. Le silence qui suit est éloquent.
Malgré les années écoulées, tous reconnaissent Georges Nantier, mais cette reconnaissance soulève immédiatement une question cruciale. Que fait cet homme recherché pour enlèvement d'enfants dans un aéroport de Buenos Aires 8 ans après sa disparition? Cette vidéo change tout, déclare Marchand à son équipe. Si Nantier est vivant et circule librement en Argentine, cela signifie qu'il bénéficie d'une protection, d'un réseau. Un homme seul, fugitif, ne peut pas maintenir une fausse identité aussi longtemps sans aide extérieure. Elle prend immédiatement contact avec Interpol pour demander une enquête approfondie sur les activités de Nantier en Argentine et sur les éventuels complices qui l'aident à échapper aux autorités. Parallèlement, Mendoza intensifie ses recherches côté argentin. Il fait analyser toutes les caméras de surveillance de l'aéroport Ezeiza pour les jours précédents et suivant le 13 septembre. Il découvre que l'homme identifié comme Nantier a pris un vol à destination de São Paulo le matin même. Plus intrigante encore, l'analyse des enregistrements montre qu'il voyageait avec un groupe de 4 autres hommes européens, tous d'âge mûr, tous vêtus de manière similaire et manifestement habitués à voyager ensemble. Ce n'était pas un voyage isolé, explique Mendoza à ses collègues français lors d'une visioconférence sécurisée. Ces hommes se comportaient comme s'ils avaient l'habitude de ces déplacements. Ils connaissaient parfaitement les procédures, évitaient naturellement les caméras principales. Et surtout, ils semblaient bénéficier d'un traitement de faveur de la part du personnel de l'aéroport. Cette dernière observation va s'avérer particulièrement pertinente. Mendoza interroge discrètement plusieurs employés de l'aéroport et découvre que ce groupe d'Européens transite régulièrement par Buenos Aires depuis plusieurs années, toujours avec les mêmes facilités, toujours en direction de destinations sud-américaines différentes. Un agent de sécurité, sous le sceau de l'anonymat, confie même que ces hommes bénéficient d'un traitement VIP inhabituel pour des touristes ordinaires. Ils avaient leurs propres contacts, révèle cet agent. Quelqu'un de haut placé s'assurait que leur contrôle se déroule rapidement et discrètement. J'ai même vu des fois où leurs bagages n'étaient pas fouillés du tout. Ces révélations confirment les soupçons de Marchand. Nantier ne survit pas seul dans la clandestinité, il fait partie d'un réseau organisé. La découverte de cette vidéo va déclencher une collaboration internationale sans précédent, impliquant les polices françaises, argentines, brésiliennes et d'autres pays sud-américains. Car ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est que Georges Nantier n'est que la partie visible d'un iceberg criminel d'une ampleur qu'ils n'imaginent même pas. Dans les semaines qui suivent l'identification de Nantier sur les images de Buenos Aires, l'enquête prend une dimension que ni Marchand, ni Mendoza n'avaient anticipée. Le 15 octobre 2007, une semaine après la découverte de la vidéo, Mendoza reçoit un appel qui va bouleverser complètement sa perception de l'affaire. L'appel provient de Carla Santana, travailleuse sociale spécialisée dans la protection de l'enfance à São Paulo. Cette femme de 38 ans, qui collabore régulièrement avec la police brésilienne sur les cas d'exploitation mineure, a entendu parler de l'enquête sur les Européens transitant par Buenos Aires grâce à ses contacts dans les forces de l'ordre. Ce qu'elle révèle à Mendoza va transformer une simple recherche de fugitifs en enquête sur un réseau criminel international. Depuis 3 ans, nous recensons des signalements troublants dans les favelas de São Paulo, explique Santana à Mendoza lors de leur première conversation téléphonique. Des enfants des rues disparaissent, mais pas de manière habituelle. D'ordinaire, quand un enfant disparaît dans nos quartiers difficiles, c'est soit un enlèvement crapuleux, soit il a rejoint un gang. Mais là, nous avons un profil différent. Des enfants choisis méthodiquement, toujours des orphelins ou des enfants abandonnés, toujours des petits blonds aux yeux clairs. Cette information fait froid dans le dos à Mendoza. Il comprend immédiatement que le hasard n'existe pas. Des Européens qui transitent régulièrement par l'Argentine vers le Brésil, et simultanément des disparitions d'enfants correspondant à un profil physique très précis au Brésil. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière terrifiante. Santana poursuit ses révélations.
Ces disparitions sont toujours précédées par la présence d'étrangers européens dans les quartiers concernés. Des hommes qui se présentent comme des touristes ou des travailleurs humanitaires, qui distribuent de la nourriture, qui gagnent la confiance des enfants des rues. Puis, quelques semaines plus tard, certains de ces enfants disparaissent sans laisser de traces. Mendoza demande immédiatement à Santana de lui transmettre tous les dossiers concernant ces disparitions. L'analyse de ces documents, qui arrivent par fax sécurisé le lendemain, révèle un mode opératoire d'une sophistication glaçante. Les disparitions s'étalent sur 4 ans, de 2003 à 2007, avec une régularité troublante. 3 à 4 enfants par an, toujours dans des quartiers différents de São Paulo, toujours selon le même schéma. Plus troublante encore, Santana a réussi à établir que ces disparitions coïncident systématiquement avec l'arrivée de vols en provenance de Buenos Aires. J'ai consulté les registres de l'aéroport de São Paulo, précise-t-elle. À chaque fois qu'un groupe d'enfants disparaît, il y a eu un vol Buenos Aires-São Paulo dans les 48 heures précédentes, avec des passagers européens correspondant au signalement de vos suspects. De son côté, le commandant Marchand intensifie ses recherches en France. Elle constitue une cellule d'enquête spécialement dédiée à l'affaire Nantier, impliquant des spécialistes de la criminalité internationale et des experts en réseau pédophile. Cette équipe va faire des découvertes qui vont considérablement élargir le scope de l'enquête. L'analyse approfondie de l'ordinateur personnel de Nantier, resté dans sa maison de Lille et jamais complètement exploité faute de moyens techniques en 1999, révèle en 2007 des éléments capitaux. Grâce au progrès de l'informatique légale, les enquêteurs parviennent à récupérer des fichiers que Nantier croyait avoir effacés définitivement. Ces fichiers contiennent des correspondances électroniques cryptées avec plusieurs individus identifiés uniquement par des pseudonymes Belgique, 47, Allemand, Nord, Italien Sud et Espagnol Madrid. Les messages, datés de 1998 et 1999, évoquent de manière codée des transferts de marchandises, des nouvelles destinations et des clients satisfaits. Le ton professionnel de ces échanges suggère une organisation commerciale bien structurée. Ce qui nous frappe, c'est le niveau d'organisation, confie Marchand lors d'un briefing avec sa hiérarchie. Ces gens ne sont pas des amateurs isolés. Ils ont développé un véritable business model avec des filières d'approvisionnement, des routes de transport et apparemment une clientèle établie. Nantier n'était qu'un maillon de cette chaîne. L'expertise linguistique des messages révèle que les correspondants de Nantier maîtrisent parfaitement plusieurs langues européennes et possèdent des connaissances techniques avancées en cryptographie. Plus inquiétant, certains messages font référence à des contacts officiels et à des protections administratives, suggérant que ce réseau bénéficie de complicité au sein d'institutions officielles de plusieurs pays. Parallèlement, Mendoza mène sa propre enquête en Argentine. Il découvre que le groupe d'Européens identifiés sur les vidéos de surveillance fréquente régulièrement un hôtel particulier du quartier chic de Palermo, à Buenos Aires. L'établissement, le Hôtel Antiguo, appartient officiellement à un businessman argentin d'origine italienne, Roberto Vasquez, mais les investigations révèlent que cet homme n'est qu'un prête-nom. La surveillance discrète de l'hôtel, mise en place fin octobre 2007, va révéler un va-et-vient suspect. Tous les 15 jours environ, le même groupe d'Européens séjourne dans l'établissement pour une période de 3 à 4 jours. Pendant ces séjours, ils reçoivent des visites de personnalités argentines influentes. Un juge, 2 députés, un commissaire de police et plusieurs hommes d'affaires. Ces rencontres se déroulent toujours dans la plus grande discrétion, en soirée, et durent généralement plusieurs heures. Mendoza fait installer des dispositifs de surveillance électronique dans les parties communes de l'hôtel, mais les conversations captées restent cryptiques. Les participants parlent de investissements immobiliers, de projets touristiques et de partenariats commerciaux. Cependant, l'expertise psycholinguistique de ces enregistrements révèle des patterns de communication typiques des organisations criminelles,
Utilisation systématique de métaphores, références temporelles codées et surtout une hiérarchie claire dans les prises de parole. Le 28 octobre 2007, un événement va précipiter les choses. Maria Santos, une mère de famille brésilienne de São Paulo, contacte directement Carla Santana avec des informations capitales. Cette femme de 42 ans, qui travaille comme femme de ménage dans les beaux quartiers de la ville, a reconnu sur un avis de recherche diffusé par la police un homme qu'elle a vu plusieurs fois dans la maison bourgeoise où elle travaille. Cet homme venait régulièrement chez mes employeurs, raconte Maria Santos à Santana. Il parlait français avec un accent que je reconnaissais car j'avais travaillé pour des Français auparavant. Il restait parfois plusieurs jours, et pendant ces séjours, la maison recevait beaucoup de visiteurs bizarres, des hommes qui arrivaient toujours la nuit et repartaient avant l'aube. Plus troublant, Maria Santos révèle avoir aperçu à plusieurs reprises des enfants dans cette maison, toujours des enfants qu'elle ne connaissait pas et qui semblaient terrifiés. Ces petits ne parlaient pas, ne jouaient pas, ne riaient jamais, témoigne-t-elle. Ils restaient toujours près des adultes, comme s'ils avaient peur de s'éloigner. Quand j'essayais de leur parler en portugais, ils ne répondaient pas, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils comprenaient. Cette révélation confirme les pires craintes des enquêteurs. Non seulement Nantier a survécu en clandestinité, mais il continue ses activités criminelles dans un cadre international organisé. Pire encore, ce réseau semble avoir développé une véritable filière de transport d'enfants entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Santana et Mendoza décident de coordonner leurs efforts avec Marchand pour organiser une opération d'envergure. Mais ils réalisent rapidement qu'ils font face à un adversaire redoutable, qui dispose de moyens financiers considérables et de protection politique dans plusieurs pays. L'enquête ne peut plus se contenter de méthodes conventionnelles. Il faut désormais infiltrer ce réseau pour le démanteler de l'intérieur. Le 2 novembre 2007, Marchand reçoit l'autorisation de ses supérieurs pour lancer l'opération Phoenix, une enquête internationale coordonnée impliquant les polices françaises, argentines, brésiliennes et espagnoles. L'objectif: infiltrer le réseau, identifier tous ses membres, localiser Georges Nantier et surtout sauver les enfants qui pourraient encore être retenus par cette organisation criminelle. Ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est que leur enquête va les mener vers des révélations qui dépasseront leurs pires cauchemars, impliquant des personnalités insoupçonnables et révélant l'existence d'un marché international d'enfants d'une ampleur qu'ils n'auraient jamais imaginée. Georges Nantier, le petit fonctionnaire discret de l'île, n'était que la porte d'entrée vers un monde souterrain où l'innocence des enfants devient une marchandise comme une autre. Le 15 décembre 2007, après 6 semaines d'infiltration minutieuse, l'opération Phoenix atteint son point culminant. L'agent infiltré français, le lieutenant Thomas Legrand, spécialement formé pour cette mission et se faisant passer pour un homme d'affaires européen intéressé par des investissements particuliers, a réussi à gagner la confiance du réseau argentin. Ce matin-là, Legrand reçoit un appel qui va déclencher la phase finale de l'opération. Roberto Vasquez, le propriétaire fictif de l'hôtel Antigo, l'informe qu'une livraison spéciale venant du Brésil doit arriver dans l'après-midi et qu'un client français très important souhaite procéder à une inspection de la marchandise avant finalisation de la transaction. Legrand comprend immédiatement que le moment tant attendu est arrivé. Georges Nantier va enfin sortir de l'ombre. Les équipes de surveillance positionnées autour de l'hôtel depuis des semaines reçoivent l'ordre de resserrer discrètement le dispositif. À 15 heures précises, 3 véhicules aux vitres teintées se garent devant l'établissement. Du premier véhicule descendent 4 hommes en costume, manifestement des gardes du corps. Du deuxième sort un homme corpulent d'une 60aine d'années que les enquêteurs identifient comme étant Carlos Miranda, un businessman brésilien déjà suspecté d'être impliqué dans le trafic d'êtres humains. Mais c'est du troisième véhicule que sort l'homme que toute l'équipe attendait, Georges Nantier, vieilli mais parfaitement reconnaissable. C'était un moment surréaliste, confiera plus tard Mendoza. Voir enfin en chair et en os cet homme que nous traquions depuis 8 ans, si proche et pourtant encore intouchable.
Il fallait attendre le bon moment pour intervenir sans compromettre l'enquête sur le réseau complet. Nantier, désormais âgé de 53 ans, porte une barbe grisonnante et des lunettes, mais sa démarche caractéristique et ses gestes maniérés ne trompent pas les observateurs. Il se dirige vers l'hôtel avec l'assurance d'un homme parfaitement intégré dans cette organisation criminelle. Saluant chaleureusement Vasquez et manifestement respecté par les autres membres du groupe. À l'intérieur de l'hôtel, l'agent Legrand assiste à une scène qui restera gravée dans sa mémoire. Dans une suite du premier étage, Miranda présente à Nantier un groupe de 8 enfants âgés de 6 à 12 ans, visiblement terrorisés et ne parlant pas un mot de français. Nantier examine chaque enfant avec la froideur d'un expert évaluant une marchandise, posant des questions techniques sur leur provenance et leur adaptabilité. Il parlait de ces enfants comme s'il s'agissait d'objets, témoignera Legrand lors du procès. Il vérifiait leur dentition, leur état général, demandait des garanties sur leur docilité. C'était profondément révoltant, mais je devais maintenir ma couverture coûte que coûte. La conversation entre Nantier et Miranda, entièrement enregistrée grâce au dispositif que porte Legrand, révèle l'ampleur véritable du réseau. Miranda explique que cette livraison représente la première phase d'un contrat plus important. Et 50 enfants doivent être transférés vers l'Europe sur les 6 prochains mois, avec des destinations réparties entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Nos clients européens sont de plus en plus exigeants, explique Miranda à Nantier. Ils veulent des garanties sur l'origine, des certificats de santé et surtout l'assurance que ces enfants ne seront jamais retrouvés par leur famille. Nantier acquiesce et précise que son réseau européen dispose désormais de centres de formation dans 3 pays, où les enfants sont préparés pendant plusieurs mois avant d'être distribués à la clientèle finale. Ces révélations dépassent les pires craintes des enquêteurs. Il ne s'agit pas seulement d'un réseau de pédophiles, mais d'une véritable organisation commerciale qui traite les enfants comme des esclaves, les formant selon les exigences de clients payants. L'ampleur internationale et la dimension commerciale de cette activité révèlent un niveau de déshumanisation qui glace le sang des policiers à l'écoute. Vers 18 heures, au moment où Nantier s'apprête à quitter l'hôtel avec 3 des enfants sélectionnés, le commandant Marchand donne l'ordre d'intervention. Dans une opération parfaitement coordonnée, les forces spéciales argentines, soutenues par les agents français et brésiliens, encerclent l'établissement. L'arrestation de Nantier se déroule sans violence, mais l'homme qui terrorisait les enfants depuis des années fait preuve d'un sang-froid troublant. Quand les policiers lui passent les menottes, il demande simplement « Puis-je téléphoner à mon avocat ?» comme s'il s'agissait d'un contrôle fiscal de routine. Simultanément, des opérations coordonnées se déroulent au Brésil, en Espagne et en Allemagne, grâce aux informations recueillies lors de l'infiltration. Au total, 67 personnes sont arrêtées en l'espace de 24 heures et 43 enfants sont libérés dans différents pays. Parmi eux, miracle inespéré, 2 des 3 enfants enlevés à Lille en 1999, Lucas Garnier et Chloé Mortreux, aujourd'hui âgés respectivement de 18 et 15 ans. La découverte de Lucas et Chloé vivants, après 8 ans de disparition, provoque un choc émotionnel indescriptible pour leur famille et pour toute la France. Ces retrouvailles, filmées par les caméras de télévision du monde entier, marquent la fin d'un calvaire pour les parents, mais aussi le début d'une longue reconstruction pour ces adolescents traumatisés. Lucas, devenu un jeune homme de 18 ans, a été retenu pendant toutes ces années dans une ferme, isolée près de Cordoba, en Argentine, où il était exploité avec d'autres enfants. Chloé, elle, a vécu l'enfer dans un réseau allemand avant d'être transférée en Espagne, puis de nouveau en Argentine. Les 2 adolescents, qui ne se souvenaient que partiellement de leur vie française, parlent couramment espagnol et présentent tous les signes d'un syndrome de stress post-traumatique sévère. Émilie Lefebvre, la 3e enfant disparue, n'a malheureusement pas survécu. Nantier, lors de ses aveux partiels, révèle qu'elle est décédée d'une maladie quelques mois après son enlèvement, son corps ayant été incinéré pour faire disparaître les preuves.
Cette révélation anéantit Marie Lefebvre, mais lui apporte également la terrible paix de savoir enfin ce qui est arrivé à sa fille. Le procès de Georges Nantier s'ouvre à Paris en septembre 2008. Pendant 6 mois, la France découvre avec horreur l'ampleur du réseau démantelé. Les témoignages des victimes, les expertises psychiatriques et les preuves techniques révèlent l'existence d'une organisation criminelle d'une sophistication terrifiante, générant plusieurs millions d'euros de profits annuels. Nantier, confronté aux preuves accablantes, adopte une stratégie de défense troublante. Il ne nie pas les faits, mais les présente comme relevant d'une maladie qu'il n'arrivait pas à contrôler. Ses avocats plaident la responsabilité atténuée, arguant que leur client était lui-même victime de ses pulsions pathologiques. Cette défense indigne les familles des victimes et l'opinion publique. Georges Nantier n'était pas un malade, déclare le commandant Marchand lors de son témoignage au procès. C'était un homme parfaitement lucide qui a méthodiquement construit une organisation criminelle internationale. Ses courriers électroniques, ses carnets de notes, ses méthodes de recrutement, tout révèle une intelligence calculatrice au service du mal absolu. L'enquête révèle également que Nantier avait développé une véritable expertise dans l'enlèvement et le conditionnement d'enfants. Il avait rédigé des manuels détaillés sur les techniques de manipulation psychologique, les méthodes pour briser la résistance des victimes et les stratégies pour effacer leurs souvenirs familiaux. Ces documents, découverts lors des perquisitions, font froid dans le dos aux enquêteurs. Plus troublant encore, l'analyse financière du réseau révèle que cette organisation générait des profits considérables, non seulement par la vente d'enfants, mais aussi par la production de matériel pédopornographique et l'organisation de voyages pour une clientèle internationale fortunée. L'argent ainsi généré était blanchi à travers des investissements immobiliers et des sociétés écrans dans plusieurs pays. Le 23 mars 2009, exactement 10 ans après sa disparition de l'île, Georges Nantier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 42 autres membres du réseau écopent de peines allant de 15 à 30 ans de prison. Ces condamnations marquent la fin judiciaire de l'affaire, mais pas la fin du traumatisme pour les victimes et leurs familles. Lucas Garnier, malgré un suivi psychologique intensif, ne parvient jamais à se réadapter complètement à la vie normale. Il souffre de troubles de la personnalité graves et sera hospitalisé à plusieurs reprises pour tentative de suicide. Ses parents, Michel et Françoise, divorceront finalement en 2011, incapables de surmonter ensemble les séquelles de cette épreuve. Chloé Mortreux, plus jeune au moment de son enlèvement, montre davantage de capacité de résilience. Avec l'aide de thérapeutes spécialisés et le soutien indéfectible de ses parents, elle parvient progressivement à reconstruire sa vie. En 2015, elle obtient son baccalauréat et s'engage dans des études de psychologie, motivée par le désir d'aider d'autres victimes de traumatisme. L'affaire Nantier transforme également les procédures de protection de l'enfance en France et en Europe. De nouveaux protocoles de signalement sont mis en place, les coopérations policières internationales sont renforcées et des centres spécialisés dans la prise en charge des victimes de traite d'êtres humains sont créés dans plusieurs pays. Le commandant Marchand, devenu entre-temps commissaire principal, consacre la fin de sa carrière à la lutte contre les réseaux pédophiles internationaux. Elle crée une unité spécialisée au sein de la police judiciaire française et devient une référence européenne dans ce domaine. L'affaire Nantier nous a ouvert les yeux sur une réalité que nous refusions de voir, confie-t-elle lors d'une conférence internationale en 2012. Ces réseaux existent, ils s'adaptent, ils évoluent. Notre vigilance ne doit jamais se relâcher. L'histoire de Georges Nantier illustre tragiquement comment un individu apparemment normal peut dissimuler la pire des monstruosités et comment la mondialisation peut servir les intérêts des criminels les plus dangereux. Mais elle démontre aussi que la coopération internationale et la détermination des enquêteurs peuvent venir à bout des organisations les plus sophistiquées, même quand elles semblent intouchables.
Aujourd'hui, Nantier purge sa peine dans une prison de haute sécurité. Il a maintenant 69 ans et ne sortira jamais de prison. Parfois, selon les gardiens, il passe des heures à regarder par la fenêtre de sa cellule, peut-être en repensant à cette matinée de septembre 1999 où tout a basculé quand il a quitté sa petite maison de la rue de l'Alma pour ne jamais y revenir. Les révélations du procès ont également permis de faire la lumière sur le mystérieux appel anonyme du 23 septembre 1999 qui avait déclenché l'enquête initiale. Lors de ses aveux partiels, Nantier révèle que cet appel provenait de son ex-épouse Brigitte. Plongée par les soupçons et ayant découvert des preuves compromettantes dans les affaires qu'Anaïs rapportait des week-ends chez son père, elle avait finalement trouvé le courage de contacter la police malgré la terreur que lui inspirait son ex-mari. Brigitte savait depuis des mois que Georges représentait un danger, confiera plus tard le commissaire Marchand. Elle avait trouvé des photographies d'enfants dans la voiture de Nantier, entendu des conversations téléphoniques suspectes, remarqué ses changements de comportement. Mais elle était terrorisée à l'idée qu'ils puissent s'en prendre à leur fille si elle parlait. Cette révélation ajoute une dimension tragique supplémentaire à l'affaire. Une mère contrainte de dénoncer le père de son enfant pour protéger d'autres familles. Anaïs Nantier, désormais âgée de 25 ans en 2009, témoigne également lors du procès. Son témoignage, particulièrement poignant, révèle les mécanismes de manipulation psychologique que son père avait développés même au sein de sa propre famille. « Il me faisait promettre de ne jamais répéter ce qu'il me disait », explique-t-elle à la cour. « Il prétendait que c'était notre secret spécial, que les autres ne comprendraient pas. Pendant des années, j'ai cru que c'était normal qu'un père pose autant de questions sur mes amis, qu'il veuille connaître leurs adresses, leurs habitudes. » Elle révèle également que Nantier l'avait progressivement conditionné à recruter involontairement de nouvelles victimes. Il m'encourageait à inviter mes amis à la maison, surtout celles qui venaient de familles monoparentales ou qui avaient des problèmes à l'école. Il disait qu'il voulait les aider. Mais maintenant je comprends qu'il les étudiait pour identifier les plus vulnérables. Ce témoignage illustre la perversité du système mis en place par Nantier, qui utilisait sa propre fille comme appât inconscient. L'enquête post-procès révèle également l'existence de nombreuses autres victimes dans d'autres pays européens. Entre 2010 et 2015, les autorités de 7 pays différents rouvrent des dossiers d'enfants disparus entre 1995 et 2000, à la lumière des informations découvertes dans l'affaire Nantier. Au total, 23 enfants supplémentaires sont identifiés comme victimes potentielles du réseau, et dans 8 cas, les familles obtiennent enfin des réponses sur le sort de leurs enfants. Le détective Carlos Mendoza, dont la vigilance avait permis de relancer l'enquête, devient une figure respectée de la police argentine. Il crée une unité spécialisée dans la lutte contre les réseaux de traite d'enfants et collabore régulièrement avec Interpol. L'affaire Nantier m'a appris que dans notre métier, il ne faut jamais rien laisser au hasard, déclare-t-il lors d'une interview en 2012. Ces 4 secondes de vidéo ont changé la vie de dizaines de familles. Cela montre l'importance de rester vigilant, même sur les détails qui semblent insignifiants. Du côté des victimes sauvées, les parcours de reconstruction sont variés et difficiles. Certains enfants, libérés très jeunes, parviennent à s'adapter relativement bien grâce à un accompagnement psychologique intensif. D'autres, comme Lucas, gardent des séquelles profondes qui affectent toute leur existence. Un centre spécialisé est créé en 2011 près de Paris, financé en partie par les biens confisqués au réseau Nantier pour accompagner spécifiquement ces victimes de traite internationale. L'affaire a également des répercussions sur la législation européenne. En 2012, l'Union européenne adopte de nouvelles directives sur la protection de l'enfance et la coopération judiciaire en matière de crimes contre les mineurs. Ces textes, directement inspirés des leçons tirées de l'affaire Nantier, renforcent les obligations de signalement, harmonisent les procédures entre pays membres et créent des bases de données partagées pour lutter plus efficacement contre les réseaux transnationaux. Marie Lefebvre, la mère d'Émilie, trouve finalement une forme de paix
en créant une fondation en mémoire de sa fille. Émilie était une petite fille joyeuse qui rêvait de devenir institutrice pour aider d'autres enfants, explique-t-elle lors de l'inauguration de la fondation en 2013. Sa mort n'aura pas été vaine si nous pouvons sauver d'autres enfants grâce aux leçons tirées de cette tragédie. La Fondation Émilie finance des programmes de prévention dans les écoles et forme des professionnels à la détection des signes d'abus. Les parents de Chloé, Philippe et Catherine Mortreux deviennent quant à eux des militants actifs pour les droits des victimes. Ils participent régulièrement à des colloques internationaux et témoignent devant les parlements européens pour sensibiliser aux réalités de la traite d'enfants. Pendant 8 ans, nous avons vécu dans l'incertitude la plus totale, explique Catherine lors d'une conférence à Bruxelles en 2014. Aujourd'hui, notre fille est vivante, mais nous savons que d'autres familles vivent encore ce calvaire. Nous devons tout faire pour que plus jamais des enfants ne soient réduits en esclavage. Chloé elle-même, malgré son jeune âge, devient progressivement une voix importante dans la sensibilisation au traumatisme de l'enfance. En 2016, à l'âge de 24 ans, elle obtient son diplôme de psychologue et se spécialise dans l'accompagnement des victimes de traite. Mon expérience, aussi terrible soit-elle, peut servir à comprendre ce que vivent d'autres victimes, déclare-t-elle lors de sa soutenance de thèse. Si mon histoire peut aider un seul enfant à se reconstruire, alors mon combat aura eu un sens. L'enquête révèle également que le réseau de Nantier avait développé des techniques de manipulation et de contrôle d'une sophistication terrifiante. Les experts en psychologie criminelle qui analysent les documents saisis découvrent des méthodes de conditionnement psychologique inspirées des techniques de lavage de cerveau utilisées par certaines sectes. Ces découvertes contribuent à faire évoluer les connaissances scientifiques sur les traumatismes de l'enfance et les mécanismes de résilience. L'impact sur les forces de l'ordre est également considérable. De nombreux policiers et gendarmes impliqués dans l'enquête nécessitent un suivi psychologique pour surmonter le choc des révélations. Des protocoles spéciaux sont mis en place pour protéger la santé mentale des enquêteurs travaillant sur ces affaires particulièrement éprouvantes. Enquêter sur de tels crimes laisse des traces indélébiles, confie un commandant de police judiciaire qui a participé aux opérations. Nous avons dû apprendre à nous protéger psychologiquement pour pouvoir continuer à protéger les victimes. Enfin, l'affaire Nantier transforme durablement la perception du grand public sur les réseaux pédophiles. Fini l'image du prédateur isolé agissant de manière opportuniste. L'opinion découvre l'existence d'organisations criminelles structurées, disposant de moyens financiers considérables et opérant à l'échelle internationale. Cette prise de conscience collective conduit à une vigilance accrue des citoyens et à un meilleur signalement des comportements suspects. Le quartier de Oisem, à Lille, porte encore aujourd'hui les cicatrices de cette affaire. La maison de la rue de l'Alma où vivait Nantier a été détruite en 2010, remplacée par un petit jardin public dédié à la mémoire des victimes. Une plaque discrète rappelle que l'innocence des enfants doit être protégée par la vigilance de tous. Chaque année, le 23 septembre, une cérémonie silencieuse rassemble les habitants du quartier, unis dans le souvenir et la détermination à ce que de tels crimes ne se reproduisent jamais. Cette affaire nous montre comment le mal peut se cacher derrière l'apparence la plus banale, et comment la justice internationale peut triompher même des réseaux criminels les plus sophistiqués. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les signes inquiétants dans le comportement de Nantier dès le début? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces affaires criminelles complexes. La vigilance de chacun peut contribuer à protéger les plus vulnérables d'entre nous.